Valentin, bonjour. Je commence par deux petites questions. La première, c'est la question d'actualité. Comment tu te sens? On a l'impression que depuis la trêve de novembre, on a retrouvé celui qui avait quitté le groupe un petit peu plus d'un an auparavant. Comment tu vis cette période? Je me sens bien. C'est vrai que le retour à la compétition me fait du bien parce qu'on a beau être très sérieux aux entraînements, faire du travail en plus, il n'y a rien qui remplace la compète. Donc voilà, le fait d'enchaîner les matchs, ça me fait du bien, je le sens. Et je sais que j'ai encore besoin de jouer pour retrouver pleinement mes capacités. Mais c'est vrai que je me sens bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors par rapport à ton retour au sein du groupe au mois d'août, il y a eu quand même plusieurs mois qui se sont passés. Comment tu as vécu, toi, ces moments avec peut-être un petit peu de doute aussi, parce qu'il y avait une équipe qui était en place et qu'il fallait cravacher pour gagner un peu ses galons? Effectivement, la différence avec les autres années où j'ai pas forcément démarré titulaire, c'est que là je revenais d'une longue blessure. Donc déjà il y avait cet aspect-là. Tu fais bien de le dire, il y a eu du doute concernant ma capacité physique. Après, ma capacité de footballeur, je la connais. Je savais que je l'avais pas perdue et que ça allait revenir si mon genou me laissait tranquille. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je me suis laissé le temps, j'ai été patient. Et puis comme d'habitude, j'ai fermé ma bouche et puis j'ai travaillé et je suis content que ça paye. Fabrice. Valentin, bonjour. On parle beaucoup du jeu mis en place par le coach, on parle un peu moins du travail mental qu'il fait auprès de vous, alors que je crois que c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ce travail-là, qu'on voit un peu moins sur le terrain forcément? C'est pas forcément un travail quotidien où il parle de mental à chaque fois qu'on fait une vidéo ou à chaque fois qu'il prend la parole. Mais c'est vrai que pour lui, c'est quelque chose qui compte et il nous l'a montré déjà en sollicitant une personne qui est venue rejoindre le staff pour nous aider à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant, je pense que oui, mais du coup, il y a une personne qui travaille maintenant au quotidien pour nous aider et qui est là en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est pour moi dans le sport de haut niveau, pas que dans le foot, hein, c'est quelque chose de très bien et très important. Et le coach, il a surtout insisté là-dessus parce qu'il comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à développer notre jeu au VEL. Et de ce fait, il a insisté là-dessus. Tristan. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous qui connaissez un peu mieux que quiconque l'atmosphère qui règne à Marseille de par votre longévité, comment vous trouvez que Eli Wahi vit un peu ses premiers mois à Marseille entre la pression qu'il y a sur un attaquant de l'OM, la pression de son transfert aussi, son manque de réussite et aussi son temps de jeu qui décline un peu ces dernières semaines, s'il vous plaît? Moi, je pense que le coach il prend suffisamment la parole sur Eli pour que je le fasse. Eli, c'est un joueur avec énormément de qualité. Moi, je me fais aucun souci pour lui. Maintenant, vous l'avez dit, c'est dur. Il faut une période d'adaptation quand on arrive à l'Olympique de Marseille. On connaît tous cette atmosphère, on connaît tous l'engouement qu'il y a autour et cette pression. Et qui plus est quand on est attaquant, parce qu'on attend une chose d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts. Donc dès qu'il en marque un peu moins, on va tout de suite être sous le feu des critiques. Donc voilà, moi j'ai aucun souci à me faire concernant Eli parce que comme je l'ai dit, il a énormément de qualité. C'est un jeune joueur, faut pas l'oublier, même si ça fait longtemps qu'il joue en Ligue 1 parce qu'il a commencé très jeune. C'est un jeune joueur, donc dans la tête aussi, il est peut-être pas complètement mature, mais il va réussir, j'en suis certain. Benoît. Bonjour Valentin. Bonjour. Petite question qui va un peu dans le sens de Tristan. Ça fait longtemps que vous êtes là. Qu'est-ce que vous trouvez dans ce groupe de différent par rapport à tout ce que vous avez vécu? Et est-ce que vous sentez quelque chose qui peut vous faire aller loin, qui vous fait vous dire il y a quelque chose avec ce groupe qui peut faire quelque chose de particulier cette année? Merci. Je l'espère en tout cas, je l'espère. On a un groupe avec énormément de qualité footballistique mais aussi de qualité humaine. On a bien sûr changé une grande partie de l'effectif, donc il faut créer ces liens entre les joueurs, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est un travail quotidien et je pense que quand les joueurs se connaîtront encore mieux en dehors et sur le terrain,
il y aura encore de plus belles choses qui vont se passer. Donc c'est de bon augure pour la suite. Je ne veux pas me faire de faux espoirs, mais c'est vrai qu'on a un groupe avec vraiment, particulièrement cette année, beaucoup de qualité. Michel. Oui, bonjour Valentin. Bonjour. En début de saison, le coach a tâtonné pour trouver son milieu. Là, il semble qu'avec toi, Pierre-Émile et Adrien, il ait trouvé un trident complémentaire. Comment tu te sens dans cette configuration? Est-ce que tu sens vraiment que c'est quelque chose qui tourne et qui est un peu le moteur du jeu? Je ne sais pas si c'est le moteur du jeu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le terrain, on se sent bien, on se trouve bien. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on a un très bon équilibre entre tous les trois. Adrien, c'est un milieu de terrain, vous connaissez ses qualités, qui est plus offensif, qui est capable de faire beaucoup de courses vers l'avant, marquer des buts, faire marquer. Pierre est un petit peu entre les deux, parce qu'il est capable de tout faire également. Et je pense que moi, je suis là aussi pour réguler tout ça et me positionner de manière à ce qu'il y ait peu de trous sur le terrain pour qu'on soit vraiment organisé, parce que c'est ce que le coach recherche. Il veut de l'ordre sur le terrain quand on attaque et aussi quand on défend. Bruno. Oui, Valentin. Bonjour. Deux questions. Tu parlais de la dame, la psychologue, là, qui intervient depuis quelque temps. Comment ça se passe, par exemple? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle? Est-ce que c'est les jours de match, par exemple, uniquement? De quoi discutez-vous? Voilà, comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est très rapide? Est-ce que, voilà, on a besoin de la séance? Non. Je l'ai rencontrée 2 fois, moi, une fois parce qu'elle voulait connaître un petit peu mieux le contexte marseillais. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que je suis le plus ancien de l'effectif, donc voilà, j'ai pu un petit peu lui parler de mon expérience personnelle et de tout ce que j'avais vécu depuis que j'étais arrivé pour qu'elle s'imprègne un peu mieux de tout ça. Et je l'ai rencontrée aussi dans le cadre de ma blessure parce que l'année dernière, j'ai vécu des moments très compliqués. Et dès qu'elle est arrivée, je m'étais dit ça peut être une bonne idée de la voir pour échanger et pour voir ce qu'elle peut m'apporter, parce que je pense qu'il y a eu un petit traumatisme dans ma tête avec cette blessure qui a duré plus longtemps que prévu. Donc voilà, je vais pas te donner les tenants et les aboutissants de cette séance, mais elle est là pour tous les joueurs. Si on a des problèmes de préparation de match, si on a des problèmes de douleur, si on a des problèmes dans notre famille, elle est là et elle nous sollicite beaucoup et nous montre qu'on peut compter sur elle. Oui, ça vous fait du bien. Ah oui, je pense que ça fait du bien. Après, on est dans un sport où voilà, on a de l'ego, on est des mecs, on veut pas les voir, même si on n'a pas besoin de ça, mais je pense que si on s'ouvre un petit peu, ça pourrait faire du bien à d'autres. Et je crois bien que c'est André Villas-Boas, tu parlais de la longévité, qui disait ça. Je crois bien qu'il a dit ça une année. Si jamais le PSG est moins bien, il faut être là, ne pas avoir de regrets. Est-ce que tu as cette impression-là? Bon, le PSG est toujours invaincu, le PSG a quand même 5 points d'avance sur tout le monde, mais on sent peut-être que le PSG va un peu moins bien et que vous êtes sur une dynamique. Là, le PSG a des gros matchs. Enfin, tu me vois un peu venir. Est-ce qu'il y a un espoir ou pas du tout? Tu douches tout le monde en disant non, détendons-nous. On se détend. On se rappelle quand vous, nous, on commençait à parler de ça au début de saison, quand ça allait bien, on disait « Ah, l'OM peut aller chercher le titre ». On a eu une période plus compliquée derrière, donc non, on s'enflamme pas. On est dans une bonne dynamique, c'est vrai, il faut continuer comme ça, mais l'objectif numéro 1, c'est la qualification en Champions League. On s'interdit pas de rêver, on va tout faire, bien sûr, pour aller le plus haut possible, mais la qualif en Champions League, et après on verra. Ouais. Flo. Valentin, bonjour. J'avais 2 petites questions, s'il te plaît. Ce que tu dis, j'ai fermé ma bouche, j'ai bossé, j'ai travaillé. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, tu ressens peut-être des choses. Moi, je voulais savoir si tu avais parfois un sentiment d'injustice de toujours devoir prouver. Je ne sais pas si c'est plus que les autres, mais tu vois, pas titulaire au départ et indispensable en milieu de saison. On a l'impression que c'est un peu ton histoire parfois. Est-ce que ça t'agace? Il y a des années où ça m'a un peu agacé. Cette année, c'était différent parce que je sortais d'une longue blessure. Moi, je me mets à la place du staff, du coach qui arrive. On connaît tous les enjeux qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Il arrive, il a un effectif à sa disposition. Il a des joueurs qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Donc forcément, il compose avec ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts, on verra plus tard. Et c'était mon cas. Donc non, je lui en veux pas du tout. Je comprends parfaitement.
Ça aurait pu venir plus vite parce que je me sentais prêt avant qu'il me fasse démarrer. Mais ça, après, encore une fois, c'est ses choix à lui. C'est le coach, c'est lui qui décide. Donc voilà, moi, c'était plutôt dans ce sens-là que je disais ça. Qu'une fois que j'étais prêt, même s'il ne m'alignait pas, je continuais de tout donner aux séances et de rien lâcher pour lui montrer qu'il s'était trompé. Et deuxième question, Valentin, il y a dans ce groupe des jeunes, des plus expérimentés. J'ai l'impression qu'il y a une super osmose, globalement que ça se passe bien dans le vestiaire, mais aussi les joueurs expérimentés au milieu. Alors Adrien, toi, Pierre-Émile, Neil Maupay, j'ai l'impression que vous faites... qu'il y a une belle unité, que vous êtes vraiment solidaires, que vous vous marrez bien ensemble. Est-ce que tu confirmes que vous vous êtes trouvés et qu'il y a une super entente? Et je voulais aussi te demander si de temps en temps tu disais à Adrien, arrête de faire le forcing pour Paul parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence au milieu. Est-ce que tu as la confiance pour lui dire ça va, abuse pas? Pour ce qui est de l'unité et de l'entente entre nous, notamment des plus anciens, oui, c'est vrai qu'on a créé un petit noyau, mais je pense que c'est essentiel dans une équipe. Et on est là, comme tu l'as dit, pour encadrer les plus jeunes. Donc ça fonctionne bien. De toute façon, c'est les résultats aussi et cette dynamique qui nous permet d'être comme ça entre nous. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et justement, les moments qu'on connaîtra qui seront un peu plus compliqués, c'est dans ces moments-là où il faudra qu'on réponde présent et que cette unité nous permette de sortir de ça. Et pour la deuxième question, non, j'ai pas parlé à Adri de ça. J'avais pas vu qu'il avait fait le forcing. Après, on connaît tous la qualité de Pogba. S'il rejoint l'OM, je pense que ce serait une bonne chose. Slim. Salut Valentin, juste ici, à côté. Salut. Voilà, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton rôle un petit peu tactique et ce que demande De Zerbi et ce que demande surtout De Zerbi? Parce qu'on te voit avoir une grosse activité à la récupération, mais aussi une importance et une responsabilité dans l'élaboration du jeu. On t'a même vu buteur contre Lens et avant-dernier passeur contre Saint-Etienne. Donc voilà, si tu peux nous détailler un petit peu ton rôle dans cette équipe. Le coach demande beaucoup à ses centraux et à ses milieux de terrain, comme tu l'as dit, dans l'élaboration du jeu, dans la préparation. Il veut surtout qu'on soit très patient et qu'on attende la pression de l'adversaire, qu'on ne se précipite pas vers l'avant. C'est pour ça que parfois vous nous voyez redoubler les passes. Vous pensez peut-être que ce sont des passes inutiles, mais non, ça ne l'est pas. C'est la volonté du coach et c'est ce qu'on travaille quotidiennement. Donc il attend de nous au milieu, notamment de moi, de perdre le moins de ballons possible et de gérer le tempo de l'équipe, les temps forts, les temps faibles. Une fois qu'on a créé le décalage, d'aller vite vers l'avant pour marquer, parce que le but c'est pas de faire une possession, une balle au prisonnier pendant 90 minutes, mais d'aller marquer des buts. Donc voilà, gérer le tempo de l'équipe et aussi être très attentif quand on a le ballon à la perte. Si jamais on attaque, toujours avoir un œil, regarder où est-ce qu'il y a des dangers potentiels sur le terrain pour essayer de couper les actions le plus rapidement possible et être le moins possible mis en difficulté. Nico. Oui. Valentin, tu l'as rappelé, là, tu es le plus ancien de cet effectif, donc tu as vu pas mal d'entraîneurs passer. Tu l'as un peu évoqué à travers les questions précédentes, mais qu'est-ce que tu as découvert avec De Zerbi, en quoi il est différent, qu'est-ce qu'il y a peut-être de particulier avec lui? Si je dois dire un mot concernant le coach, c'est passion. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné, mais je pense que c'en est presque maladif. Et il nous le dit, lui, le foot, c'est toute sa vie et ça se voit en fait. Quand il arrive au club, il respire le foot, il mange foot et il ne pense qu'à ça. Je pense même que quand il dort, il réfléchit à ses compos et à son organisation sur le terrain. Donc voilà, il nous transmet ça au quotidien et c'est vraiment ce qu'il qualifierait le mieux. Bruno. Encore deux petites questions, si possible. La première sur Mehdi Benassia, qui s'apprête à devenir directeur sportif. Comment est-il avec vous? Voilà, un directeur sportif, des fois il y en a qui prennent de la hauteur, qui sont avec le groupe mais sans trop l'être, qui s'occupent aussi d'autres choses. Il y en a qui sont vraiment en relation avec les joueurs. On a l'impression qu'il vous parle beaucoup après les matchs, avant les matchs, tout ça. Il est très présent. Comment est-il? Voilà. Oui, Mehdi est présent, je dirais presque quasi quotidiennement. Il observe les séances pour savoir ce qui se passe, comprendre un peu notre quotidien et il n'hésite pas à nous conseiller aussi dès qu'il ressent qu'il a besoin de conseiller les joueurs, il est là et dans les deux sens, il peut être là pour nous dire des choses positives mais aussi pour nous recadrer quand il y a besoin. Donc voilà le travail d'un directeur sportif et il est présent pour nous.
Alors, on l'a dit depuis le début, ça fait 6e saison, donc on t'a eu en conf, on te connaît bien tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas un nouveau Valentin Rongier un petit peu là? Voilà, enfin, je sais pas, j'ai l'impression en t'écoutant, bon, il y a la paternité, il y a plein de choses, la blessure, le retour et tout, voilà. Est-ce que tu as cette impression-là aussi d'être un peu un tout neuf, je ne sais pas, mais... Tout neuf, je sais pas, parce que plus les années passent, je viens de faire 30 ans en plus, donc je me sens un peu rouillé. Mais non, je pense que effectivement la paternité, ça amène encore plus de maturité et on prend du recul sur beaucoup de choses, notamment l'année dernière où ça allait vraiment pas. Mentalement, quand ça n'allait pas, je pensais à ça, à ma femme qui était enceinte et qui allait bientôt accoucher, donc ça m'a beaucoup aidé. Et là aussi, encore une fois, quand je ne jouais pas, quand j'étais un peu entre deux, voir mon fils à la maison, ça m'a beaucoup aidé. Un Valentin Rongier neuf, je sais pas, mais en tout cas, je me sens frais. C'est vrai que j'ai pas joué l'année dernière, donc j'étais plus dans ce quotidien-là. Je suis sorti un peu de tout ça, et là, je suis de nouveau dedans, donc je me sens un peu plus frais que les autres années, ça c'est sûr. Xavier. Ouais, bonjour Valentin. Vous l'avez dit, vous restez sur une belle dynamique et l'air de rien, demain il y a un match très important face au 4e. Au classement, en cas de victoire, vous pouvez faire un petit trou. Je veux tout simplement savoir à quel type de match vous vous attendez face à une grosse équipe de Lille. Merci. On s'attend à un match compliqué parce qu'on connaît tous la qualité du LOSC. C'est une équipe qui est très organisée sur le terrain avec des bons joueurs. Ils ont de la qualité individuelle et une qualité collective. Donc on sait que ce sera pas simple. Mais demain, on est chez nous. Et ça, il faut que ça nous serve aussi. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur le match de Monaco pour faire mieux et gagner encore une fois parce que il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Et je pense qu'on a toute la qualité pour jouer, pour mettre de l'intensité et répondre présent demain à 17h. Fabrice. Valentin, la semaine dernière, le coach nous a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de vacances avant l'heure, que sinon il brûlerait toutes les valises et les sacs à dos qu'il verrait. Est-ce que tu sens cette implication sur ces 2 derniers matchs qui arrivent, Lille puis Saint-Etienne en Coupe de France? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a toujours cette émulation permanente? Ouais. Non, on a déjà la tête en vacances. Non, bien sûr, on est très très concernés. On connaît l'importance de ces 2 matchs-là. La Coupe, c'est le moyen le plus rapide d'obtenir un titre. Donc, on ne négligera aucun match. Et vous pouvez être sûr que si le coach s'aperçoit que certains d'entre nous sont un peu relâchés, il va faire ce qu'il faut pour les remettre dedans directement. Donc, non, on est concentré à 200% sur le match de demain. Et ensuite, on préparera le match de Saint-Etienne quand on se remettra au travail. Allez, on finit avec Karim. Allez, mes 2 dernières petites questions. Je veux juste savoir un petit peu ton avis pendant cette période. La première partie de saison, vous avez eu des difficultés quand même au Vélodrome. Là, on a l'impression et on espère que c'est reparti avec la victoire contre Monaco. Tu as pu du coup voir ça avec un petit peu plus de hauteur. Est-ce que tu arrives à trouver une explication un petit peu? On parle de la jeunesse, de l'effectif. On peut parler d'une certaine pression, alors que les supporters sont quand même assez cool, je trouve, en ce début de saison. Quel est ton avis, toi? Je vais rebondir sur ce que tu as dit quand tu parles des supporters qui sont cool. Oui, cette année, ils sont cool. Par rapport aux autres saisons, si je fais un comparatif, il y a certaines fois où ils ont été un peu moins patients. Mais c'est jamais simple, franchement, de signer à l'Olympique de Marseille. Alors, on va me dire, oui, mais vous êtes des footballeurs, c'est votre métier, il faut s'adapter le plus rapidement possible. Oui, il faut s'adapter le plus rapidement possible, mais il y en a chez qui ça prend un peu plus de temps. Et quand tu viens de tel ou tel endroit, de tel ou tel championnat, ça fait toujours un truc de jouer à l'Orange Vélodrome. Donc je peux comprendre que certains se mettent une pression supplémentaire et je pense vraiment que c'est lié à ça parce que nous on la voit la qualité à l'entraînement. Quand c'est huilé, quand on perd un ballon et que on s'en fout, c'est l'entraînement, mais du coup on tente des choses et quand ça passe c'est magnifique. Il faudrait vraiment qu'on arrive à retrouver ça au Vel. Et c'est ce que le coach essaye de mettre en place. Donc ça prend du temps, mais c'est de bon augure quand on voit le match contre Monaco. Et pour terminer, je crois que c'est, mis à part l'année où tu es arrivé, c'est la première saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça coûte semaine après semaine et qu'est-ce que ça apporte
aussi, parce qu'on a entendu le président Létang dire que Lille allait jouer demain son 25e match, vous en êtes à 15. Quels sont les avantages et inconvénients là aujourd'hui? Alors, je vais commencer par les avantages. On a plus de récupération, donc comme le disait le président de Lille, c'est vrai, 10 matchs, on est au mois de décembre, 10 matchs de plus, ça compte dans les jambes. Passer plus de temps avec nos proches. Moi, je vais avoir un enfant, donc je peux être un peu plus là à la maison, donc je vais pas me plaindre. Pour moi, c'est les deux seuls avantages. Après, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est que on est un groupe avec beaucoup de qualité, tout le monde mériterait de jouer, et il n'y a qu'un match par semaine, donc forcément le turnover est un peu moins présent. Quand on a 2 matchs par semaine, si on fait une contre-performance, on peut vite se rattraper. Là, on cogite, on se dit merde, le match il est dans 6 jours, dans 5 jours. On a moins le temps on a plus le temps de cogiter justement. Et puis quand t'aimes la compète, quand t'aimes le foot, t'as envie de jouer beaucoup de matchs. Alors je sais en ce moment tous les débats qu'il y a autour du nombre de matchs et la fatigue accumulée, mais c'est vrai que de jouer la Coupe d'Europe plus le championnat, c'est toujours très plaisant. Oui, je pense qu'à Saint-Étienne, on a joué 90 bonnes minutes. La première mi-temps, c'est vrai, mais même la deuxième mi-temps, je pense qu'on a quand même fait de bonnes choses. Il n'y a pas de bilan à faire à l'heure actuelle, mais il faut faire un gros match demain. C'est ça qui compte. Essayer d'être plus constant, voilà, d'avoir de la continuité, c'est un match très important pour nous demain. Pour le classement, évidemment, mais surtout pour continuer, pour apporter de la constance à ce qu'on est en train de faire, tant en ce qui concerne les performances, la prestation, mais l'attitude également, enfin un peu tout. Depuis le début de saison, quand vous affrontez, entre guillemets, des gros de Ligue 1, mis à part contre le Paris Saint-Germain, vous avez toujours réussi à prendre le dessus sur vos adversaires. C'est quelque chose que l'OM ne faisait pas auparavant. Encore une fois, pas une comparaison avec le passé, mais quelle certitude vous apporte le fait de réussir vos gros matchs en cette première partie de saison? Oui, c'est vrai qu'à part le PSG, on a fait de bons résultats contre toutes les équipes d'un certain niveau, Lyon, Nice, Brest. Mais on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, à part contre Monaco, où là, on a fait un gros match. Et donc là, il faut qu'on continue demain à faire un match, essayer de faire un match comme celui qu'on a joué contre Monaco. Lille, c'est une équipe très différente de Monaco, mais qui est aussi forte. Donc c'est vraiment un test important pour nous. Roberto, bonjour. À travers vos prises de parole, vous parlez souvent de la personnalité que les joueurs doivent avoir, du caractère qu'ils doivent montrer sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour inculquer ça, pour enseigner ça aux joueurs? Je pense que derrière un joueur, il y a un homme, derrière un coach, il y a un homme, derrière les journalistes comme vous, il y a des hommes, des personnes. Donc en dehors des qualités de travail, il y a les qualités humaines qui existent. Donc même pour jouer au foot, c'est la tête qui est plus importante que tout le reste. Quand je parle de la tête, du mental, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, le courage, la personnalité, beaucoup de valeurs. Et donc, il faut toujours s'y fier et s'accrocher à ces valeurs, y faire référence. Et ça, c'est quelque chose qui vient avant le 4-3-3, le 3-4-3, toutes les choses dont on parle. Bonjour Roberto, c'est une question sur l'adaptation d'Eli Wahi à votre style de jeu. Je vais essayer de faire très vite. Quand on interroge ces anciens éducateurs, formateurs, ils expliquent sa saison un peu mitigée à Lens qui avait quelques points communs avec votre style de jeu, par le fait que dans ces catégories de jeunes, il n'a pas eu l'occasion d'être formé physiquement, comme il a sauté beaucoup de catégories, ni d'apprendre tactiquement comment presser, ce qui a fait qu'il a eu quelques difficultés, et que dans sa carrière aussi, notamment à Montpellier chez les pros, il a souvent joué dans des équipes avec des blocs bas qui comptaient beaucoup sur sa vitesse et ses courses en profondeur. Et je voulais savoir si, au contact de Francaise et du vôtre, il a réussi à gommer ces aspects-là, auquel cas il a d'autres problèmes, ou sinon si c'est encore ceux-là qui empêchent un peu, qui retardent un peu son adaptation à votre équipe.
C'est une bonne question. Alors, tout d'abord, oui, il a un problème physique. Je ne sais pas s'il sera disponible demain. Et c'est une bonne question parce que c'est vrai, il y a une partie de vrai dans cela. C'est pas juste une question de connaissances footballistiques, même si c'est vrai qu'il les a peut-être pas eues par le passé. Mais c'est une question aussi de l'adaptation à un lieu important, un club qui est différent de tous les autres, une ville qui est différente de toutes celles qu'il a connues aussi, mais j'évalue les joueurs en fonction de leur qualité en tant que joueur et en tant que personne. Eli Wahi, c'est vraiment un bon garçon. Et c'est un très bon joueur, avec un potentiel énorme. Et donc, une partie de mon travail, c'est travailler pour qu'il puisse s'améliorer. Moi, je crois pas tant au collectif, mais aux individualités qui forment un collectif. Et donc, s'il réussit à progresser, si on réussit à l'aider, alors ensuite, le collectif réussira à avoir plus de choses positives. Vous évoquiez 2 points. Le premier, on ne s'entraîne pas de la même façon en Italie qu'en Angleterre qu'en France. Et ensuite, vous faites vos compositions d'équipe en fonction de ce que vous voyez à l'entraînement au quotidien. Justement, j'aimerais savoir, depuis votre arrivée il y a 5 mois, comment vous jugez l'implication de vos joueurs à l'entraînement? Et quand je parle d'implication, je parle de sérieux, de rigueur, de discipline. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'à l'inverse, parfois, vous en demandez davantage? Et est-ce que vous constatez des différences entre les jeunes joueurs et ceux qui sont plus expérimentés, qui ont peut-être davantage de recul, ou pas du tout? Merci. Alors, le sérieux des joueurs, du premier jour jusqu'à hier, a toujours été à 100%. Après, il faut évaluer un autre aspect, c'est-à-dire l'habitude à toujours pousser, à toujours donner le maximum, avec la bonne mentalité, en pensant que tous les entraînements sont comme des matchs. Et ça, c'est une habitude. Donc, le joueur peut tout donner à l'entraînement, mais le step, le palier à faire, c'est quand l'entraînement est considéré comme un match. Et donc là, si on réussit à avoir cette capacité à ne plus préparer le match, parce qu'à chaque fois que tu t'enfiles ton maillot, que tu mets tes crampons, c'est un match, c'est comme jouer un match, que ce soit la reprise de l'entraînement le mardi, que ce soit les finitions avant le match, que ce soit le match contre le PSG, tout est pareil. Et donc, tu peux préparer le match à 3h du matin, à 10h du matin, à 5h l'après-midi, le lundi, le jour de Noël, au mois d'août, mais tu es toujours prêt. Et ça, c'est une question d'habitude. Donc, Kondogbia, Højbjerg, Rabiot, Mopé, par exemple, évidemment qu'ils sont un pas en avant sur ça par rapport à Jonathan Rowe ou Eli Wahi, mais ça, c'est lié à un facteur d'âge, d'expérience. L'expérience, c'est une valeur ajoutée quand tu l'as. Quand tu l'as pas, tu penses que c'est pas si important, mais quand tu as cette expérience, tu comprends que ça t'aide, ça te permet de comprendre plus rapidement ce qui se passe par la suite. Stan. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur Adrien Rabiot et le fait qu'il ait marqué l'autre jour contre Saint-Etienne. Est-ce que vous considérez que vous avez besoin d'un Rabiot buteur? C'était Allegri, je crois, en Italie, qui lui demandait 10 ou 12 buts par saison. On sait que vous avez un milieu de terrain qui n'est pas extraordinairement buteur. On sait que Rongier marque traditionnellement peu de buts, que Højbjerg, avec son positionnement, son rôle, en marquera probablement pas énormément non plus. Même Harit, historiquement, est pas un grand buteur. Est-ce que vous avez besoin, et est-ce que vous attendez ça de Rabiot, 8, 10 buts, enfin en tout cas qu'il apporte quelque chose de ce point de vue-là aussi? Rabiot, on aurait besoin d'en avoir 2, 3, 4 ou même 5. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un frère qui était comme lui, mais il m'a dit que ses frères ne jouaient pas au foot malheureusement. Mais qu'il marque ou pas, il est quand même déterminant pour nous. Dans ses qualités, dans ses caractéristiques, il a cette capacité à marquer. Et donc, il faut vraiment qu'il essaie de l'exploiter. Ça ne doit pas devenir une obsession. Mais comme vous l'avez dit, il faut qu'on augmente un peu les buts de tout le monde. Des attaquants aussi, c'est sûr. Parce que Greenwood aussi, qui a marqué 10 buts.
doit avoir comme objectif d'en marquer 20, 25, et je lui ai déjà dit, et c'est la même chose vaut pour les autres, pour Merlin, Ulysse Garcia, Luis Enrique, Højbjerg. Je pense qu'il a quand même la possibilité de marquer quelques buts avec son bagage technique. Évidemment, il y a des joueurs qui ont plus de propension à le faire, comme Rabiot, et d'autres qui ont moins de par leurs caractéristiques. Bruno. Oui, coach, bonjour. Deux petites questions. Une question sur Faris Moumbagna. Je voulais savoir où il en était, s'il vous plaît, de sa convalescence, parce que est-ce que ça pourrait être un peu une sorte de recrue hivernale aussi pour la deuxième partie de saison, s'il est dans les temps, s'il vous plaît? J'espère qu'en février, mars ou avril, honnêtement, je ne sais pas quand, mais j'espère qu'il soit là pour la fin du championnat, qu'il soit disponible, surtout qu'il a des caractéristiques différentes des autres joueurs. Donc, si vous voyez les matchs du mardi, mercredi, du jeudi en Europe, il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec un attaquant central qui est fort physiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont agressives et qui exercent une pression forte. Et donc avoir un point de référence qui protège le ballon avec des bonnes qualités, c'est pas juste un joueur imposant qui soit devant, mais qui aide les équipes, qui aide son équipe à monter sur le terrain. Et c'est quelque chose qui est important dans le football actuel. Et je voulais, on vous a vu souvent vous mettre un petit peu en colère quand on parlait de la deuxième place. Souvenez-vous, là, il y a encore quelques semaines. Vous êtes venu pour remettre l'OM, comme vous le dites, en haut et aller chercher la première place. Est-ce que vous pensez que ce soit possible dès cette saison, là, avec un PSG qui freine un petit peu, un OM qui semble lancer, ou est-ce que non, le PSG a quand même déjà 5 points d'avance malgré une saison compliquée? Je ne sais pas, mais vous continuez à me poser cette question depuis Auxerre, je crois. Vous me posez cette question. Je ne veux pas parler d'objectifs de classement. C'est pas le classement qui m'intéresse là. Mon objectif, c'est de remporter le match demain. Le match pour nous, c'est pas 3-6 points, mais à mon avis, ce match vaut 9 points. Mais pas seulement pour le classement. Mais parce que ce serait la 4e victoire d'affilée, que ce serait la 2e d'affilée à la maison, au Vélodrome. Est-ce que ce serait une étape de plus, un pas de plus de réaction par rapport à cette défaite contre Auxerre à la maison, parce qu'on finirait bien l'année au niveau du championnat et évidemment aussi pour le classement. Deux petites questions, s'il vous plaît. Une sur Valentin Rongier. On a beaucoup évoqué ces derniers temps le fait qu'il apporte, comme vous dites, de l'équilibre ou de la géométrie même à l'équipe. Est-ce que mentalement, il doit être un exemple pour certains joueurs qui jouent moins, peut-être des jeunes aussi? Parce que, comme il a dit, il a fermé sa bouche, il est resté concentré, il a travaillé. Est-ce qu'en ce sens, c'est aussi un exemple pour le vestiaire? Hier, justement, je l'ai pris comme exemple pendant la réunion avec les joueurs. Et j'anticipe la question qui pourrait arriver après sur les joueurs Brassier et Koné, Rowe, qui jouent peu. Donc, j'enlève une question. Moi, je suis presque tout le monde puis jouer, de Koum qui a joué l'autre jour, à Koné, à Rowe, à Brassier. C'est moi qui les ai voulus d'ailleurs. Donc, j'ai voulu qu'ils viennent ici, je les ai soutenus. Donc, ça m'embête aussi qu'il n'ait pas tant de temps de jeu, mais le foot c'est beau parce qu'il n'y a pas de fils de l'industriel, le fils de l'ouvrier, peu importe qui tu es, c'est le terrain qui décide. Rongier a mérité de jouer, et donc moi je le fais jouer, il est devenu une pièce importante de notre équipe, c'est lui qui l'a mérité, hein. Et j'espère que la même chose vaudra pour Wai, Koné, Brassier, Rowe. Vous avez vu sur le système de jeu de jouer à 4 ou à 3 avec 3 attaquants, avec un playmaker, ça ne change pas mon idée. Mon idée de foot reste la même, peu importe le système, mais évidemment après je veux qu'il y ait un bon rendement et voir quand il y a des changements.
Et si, voilà, en fonction de la performance, on peut jouer titulaire ou pas. Et l'autre question, c'est concernant les... Ah, pardon. C'est bon. L'autre question, c'est concernant les très jeunes, on va dire. Parce que là, on évoquait Jonathan Rowe, Wai, peut-être Brassier, etc. Mais cette semaine, Mehdi Benassia a donné une interview au magazine de la Provence où il expliquait qu'il demandait aux très jeunes joueurs de se lâcher un petit peu plus, de vraiment prouver que, selon lui, il n'y avait pas de crack, mais qu'en même temps, il devait prouver à l'entraînement. Est-ce que les très jeunes joueurs, vous parliez de Koum tout à l'heure, vous estimez qu'ils sont encore loin de frapper à la porte sérieusement de l'équipe première? Je ne sais pas s'ils sont encore loin ou pas, mais le niveau est haut, le niveau est élevé et je veux continuer à l'élever. Peut-être l'an prochain, peut-être dès janvier. Moi, j'ai pas peur de faire jouer les jeunes. Koum, il est entré en jeu contre Saint-Etienne. Brassier, Cornelius aurait pu rentrer à son poste, ou Meïté, le mettre à la place de Murillo, et Murillo à la place de Merlin. Mais j'ai décidé de le faire jouer parce que ça me semblait la meilleure solution. Moi, je n'offre rien à personne, mais évidemment que je m'intéresse aussi aux jeunes, absolument, toujours. Actuellement, dans ce championnat et dans le top 6, vous êtes la seule équipe pas concernée par les rencontres européennes, et notamment Lille, donc du coup, a joué ce mercredi. En quoi vous considérez que c'est un avantage ou y a-t-il des inconvénients à cela? Alors, si on est la même équipe que contre Monaco, c'est un avantage. Si on est la même équipe qu'Auxerre, on pourra jouer un match tous les 2 mois et pourtant, il n'y aura pas d'avantage, quoi. Coach, une petite question sur Amin Harit qui a été expulsé contre Paris et ensuite a eu une blessure persistante au niveau du mollet. On l'a vu la semaine dernière déjà être avec le groupe. Vous ne l'avez pas pris pour le déplacement à Saint-Etienne. Où est-ce qu'il en est véritablement physiquement et aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de réintégrer Harit dans le cœur du jeu avec la mise en place que vous avez effectué, les changements tactiques que vous avez effectués il y a quelques semaines? Oui, c'est vrai qu'Harit a été sur le banc de touche pendant un certain temps. Donc il faut le respecter du point de vue physique, mais il a fait une bonne semaine, donc il sera disponible. Demain, on a joué avec Mason Greenwood et Rabiot comme milieu offensif, mais on peut aussi le déplacer Greenwood à droite et le faire jouer lui, et mettre Luis Enrique à gauche. On peut faire beaucoup de choses encore. Mais évidemment, c'est mieux qu'il soit disponible, Amin Harit, que blessé, surtout parce qu'au début de la saison, il a été décisif pendant plusieurs matchs.